Improvisation Nouveau-Brunswick présente Catégorie libre. Bienvenue à l'émission. Au microphone, Isabelle Gauguin et à mes côtés, mon co-animateur Michel Albert. Bonjour Isabelle. Vous écoutez peut-être en radiodiffusion, soit sur les ondes de notre partenaire principal CKUM, le 93,5 FM à Moncton, ou sur une autre station du réseau des radios communautaires du Nouveau-Brunswick, ou bien encore en balado-diffusion ou podcast. Ça fait pas de différence. Bienvenue à un autre épisode de Catégorie libre, une production d'improvisation Nouveau-Brunswick qui cherche à enregistrer les entretiens avec les improvisateurs et improvisatrices de la province pour faire un survol de leur carrière et aussi explorer leur démarche artistique ainsi que débattre les grandes questions qui entourent le métier d'art qu'on appelle l'improvisation. Notre invité cette semaine, Sébastien Haché. Bonjour Sébastien. Salut, ça va bien? Sébastien Haché, c'est un joueur étoile de longue date parce qu'il a joué pour l'équipe étoile de l'école secondaire Nipissiguit, ça c'était à Bathurst. Il est originaire de Robertville, fait que ça fait du sens qu'il allait à cette école-là. En même temps que tout ça, même avant ça, il a participé à la Ligue d'improvisation Chaleur dans le même coin, donc dès la première année, qui était en 2004, et tu travailles encore avec cette ligue-là depuis ce temps-là. A été joueur étoile à l'Université de Moncton aussi, donc dans le cadre de la Ligue d'improvisation du campus universitaire de Moncton, la LICUM. Où il a été membre de l'équipe étoile les 3 années qu'il a fait partie de la Ligue et vient de finir une année où il était capitaine de cette équipe-là. Donc maintenant, diplômé de l'Université de Moncton, c'est la fin de cette carrière universitaire-là, diplômé en information communication et vous aurez peut-être entendu sa voix avant, soit à CKUM, soit à Beau FM, c'est un gars de radio. Oui, absolument. Un gars de radio puis un gars d'impro. Merci d'être là, Sébastien. On parlera avec toi de ta carrière et ta démarche artistique d'abord et dans la deuxième moitié de l'émission, de ce que tu appelles le deuil en impro. C'est mystérieux comme terme, j'ai hâte d'en parler. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag ou le mot-clic catégorie libre, dièse catégorie libre, pour réagir à l'émission pendant que vous l'écoutez. Plusieurs d'entre vous ont déjà participé en nous suggérant des questions, puis on les posera à notre invité à mesure que l'émission avance. Bon, qu'est-ce qui t'a rentré dans l'impro? Parce que c'est ça qu'on demande à tout le monde, là. Faut commencer là. Où est-ce que cette aventure-là commence? L'aventure, moi puis l'impro, c'est une grande histoire. Là. Ça a commencé quand j'étais en 7e année. Il y a une femme qui est venue à notre école primaire, la Croisée de Robertville, puis elle faisait des ateliers justement d'improvisation. Puis de là, il y avait également des ateliers qui se déroulaient à l'école secondaire Nipissiguit, qui étaient organisés par le fondateur de la Ligue d'improvisation Chaleur, Alain Degrasse. Fait qu'elle a choisi comme 5-6 personnes pour se rendre justement à l'école pour passer ces ateliers-là. On faisait des ateliers avec l'équipe étoile de l'école secondaire Nipissiguit. Dans ce temps-là, il y avait David Doucette, on les connaît, c'était leur temps là. Puis c'est ça, mais là j'étais là, j'ai commencé à faire des matchs, on jouait, puis I guess que les organisateurs ont vu quelque chose dans ce petit gars-là parce que Alain Degrasse m'a approché puis il m'a demandé d'être juge de ligne pour la première année de la Ligue d'improvisation Chaleur. Ça tombait bien, là, c'était en 2004. Donc c'était la première année de la Ligue d'improvisation Chaleur. Toi t'as 12 ans là. Ouais, je suis très jeune, ouais, je suis très jeune. Puis c'est ça, fait que moi j'ai été là, la première année, j'ai été juge de ligne. La deuxième année aussi, donc ma 7e et ma 8e année, je jugeais les lignes pour la Ligue d'improvisation Chaleur. J'ai vu des beaux joueurs, j'ai vu de la belle impro quand même. Pour un petit cul là, de 12-13 ans, là, c'est assez impressionnant. Quand tu sais que tu veux en faire, comme c'est impressionnant de voir du monde de calibre jouer de l'impro devant toi. Puis j'ai appris beaucoup pendant ces 2 années-là. Fait que là, quand j'arrivais en 9e année à l'école secondaire Nipissiguit, j'ai fait les auditions pour faire l'équipe étoile, j'ai participé aux réunions d'improvisation, puis c'est de là vraiment que ma carrière a débuté. Ensuite de ça, c'est ça. J'ai fait l'équipe étoile à partir de la 10e année, 11-12e, j'ai été dans les gougounes un peu partout, puis c'est à peu près le même que ça a commencé, là. Mais à partir de ma 9e année, c'est là que j'ai vraiment commencé à jouer de l'improvisation, pour vrai. Et puis j'étais pas très bon, mais ça... c'est tout le monde, ça, c'est tout le monde. On a toujours cette impression-là, soit qu'on pense qu'on était awesome. c'est un des deux. les lunettes roses, là. On était awesome quand on était jeune, puis ça a juste amélioré depuis ce temps-là. Ou peut-être on est un peu plus réaliste, mais aussi notre calibre était au niveau
qui doit être. J'imagine, c'est ça. Puis moi, ça m'a aidé beaucoup de regarder de l'impro parce que je crois beaucoup que t'apprends beaucoup en regardant de l'impro, plus qu'en faisant. J'ai l'impression, surtout à un jeune âge comme ça, j'ai toujours eu l'impression que en regardant, tu peux commencer à trouver des impros, pourquoi c'est bon, pourquoi c'est moins bon, puis tu commences à comprendre un peu plus le jeu en le regardant. Puis après ça, quand je m'ai trempé les pieds en 9e année puis tout ça, dans ma première année à la LIC, j'étais tout petit, ben au moins je savais déjà que ça je faisais c'était de la merde, tu sais. Fait que moi je pouvais me gager à partir de là. Ben, moi ce qui m'intrigue c'est comme tu sais parce que la Ligue d'improvisation Chaleur, c'est une ligue civile avant tout. Oui. Mais il y a des adolescents là-dedans, mais il y a aussi du monde qui ont dans leur trentaine, quarantaine. Comment est-ce qu'on compose avec ça là, quand on est... Ben, toi, tu l'as vécu à différents âges. Quand t'es jeune comme ça, comment est-ce que tu vois ta place dans une ligue comme ça où est-ce qu'il y a des gens qui ont double de ton âge ou plus? Ben, c'est sûr qu'au début, j'étais quand même assez intimidé parce que jouer avec quelqu'un comme Éric Lavoie, par exemple, Tornado, qui quand même très bon, tu sais, puis moi je le voyais, puis pour moi c'était une vedette là, tu sais, c'était le meilleur joueur que j'avais jamais vu de ma vie là, dans ma petite carrière d'improvisation. Puis c'est sûr que en jouant comme ça avec du monde, ben moi je trouve que c'est un apprentissage unique là, en jouant avec des personnes qui ont beaucoup d'expérience puis tout ça. Mais c'est sûr que la place, tu sais, comme on dirait, je l'ai construit peu à peu. Moi j'étais pas un gars à prix individuel, moi là, tous mes débuts, je pense le premier prix individuel que j'ai gagné c'était comme en 2012, même pas 2011. J'ai jamais gagné de prix individuel au secondaire. Moi, je me tenais loin de ça, on dirait. Mais c'est ça, c'est que on dirait que tu apprends justement de ces joueurs-là qui vont gagner des prix comme ça, que le public aime. Tu veux un peu copier le style, tu veux faire comme eux autres, tu veux faire rire le monde, tu veux construire des belles impros, tu veux comme t'approcher de ceux que t'idolâtres, si je pourrais dire, tu sais. Mais c'est sûr que trouver ma niche dans la ligue d'improvisation Chaleur au début, ça s'est fait assez facilement parce que justement c'était une belle gang, il y avait du beau monde là-dedans. Ça faisait quand même 2 ans que je jugeais les lignes, fait que le monde me connaissait un peu. Puis c'était Hugues Paulin, mon premier capitaine à vie. Puis disons que j'ai pas joué beaucoup d'impro. Il était ma première expulsion à vie. Oui. À l'inverse quand on était à l'université. Mais j'ai pas beaucoup joué, j'ai très peu joué d'impro ma première année, which je trouve qui est bon quand même parce que t'apprends, comme j'ai dit tantôt, en regardant, puis justement en faisant partie des caucus en plus, t'apprends encore plus. J'étais là avec eux qui était capitaine, et Pascal Brideau-Savoie. Il y avait Denis Essiam. Denis Essiam jouait beaucoup, contrairement à moi, tu sais. Mais quand même, moi j'ai très apprécié ça. Puis ça s'est fait petit par petit. Après un bout, j'ai commencé, j'ai devenu assistant capitaine. Puis finalement, ils m'ont donné le poste de capitaine que j'ai gardé pendant 3 années. À la suite de ça, ben c'est ça. Là, les jeunes viennent dans la ligue. Puis là, c'est toi qui idolâtre. C'est comme c'est le changement de complet d'univers. En parlant de ligue, on reçoit toujours des commentaires. On demande à l'avance. On annonce qui on va avoir comme invité. Puis il y a des gens qui nous soumettent des questions. Entre autres, le coordonnateur présent de la Ligue, Mathieu Lewis. Isabelle? Oui, il te demande, vu que tu fais partie de la Ligue depuis ses tout débuts, comment tu as perçu l'évolution de l'improvisation dans la région Chaleur? Oui, parce que c'est vrai que je suis là. Toi, t'avais un siège direct en avant, là. Oui, moi, j'étais là quand il y avait 5 personnes dans la foule, moi, là, au début. Mais la Ligue, c'est ça, c'est que j'ai vu un développement dans l'audience, dans le nombre de personnes qui venaient voir les matchs, mais j'ai aussi vu, dans les dernières années, il y a une convergence vers plus d'écriture, je trouve. Mais le public a encore besoin un peu, je trouve, à Bathurst, il a encore besoin d'un peu de culture à propos de l'impro. On dirait que c'est encore c'est un apprentissage. Oui, c'est normal, là, c'est 10 ans, puis le public a beaucoup changé depuis le début. Hein. Là, on voit un renouveau, il y a plus de jeunes qui viennent voir l'impro qu'au début. Mais côté, comme par exemple, public, là, moi j'étais là, le premier match, il y avait, je pense, c'était 15 personnes dans le public. Après ça continue. On a fait de la première finale devant 100 personnes, juste du premier match jusqu'à la fin de la saison, de la première saison. 100 personnes dans le public. Après ça, j'ai joué une finale devant 350 personnes, la plus grosse foule que j'ai jamais joué devant. Puis j'ai vu un développement dans le jeu. Par exemple, Nathan Dimitrov était une personne qui était très cabotant à ses débuts à la Ligue. Il avait jamais perdu un match à la Ligue
Puis il a comme évolué beaucoup. Tu dirais grâce à son cabotinage? Ben, je pense je pense qu'il a évolué beaucoup dans le sens où à la fin, c'était vraiment de la belle impro qu'il faisait. Qu'il offrait aux gens de Batters, là, c'était excellent ce qu'il faisait. Beaucoup mieux qu'au début quand il faisait rire plus de monde. Moi, je trouvais, dans mon œil d'improvisateur. C'est sûr qu'un public apprécie peut-être plus quand tu les fais rire et tout ça. Puis c'est facile de tomber là-dedans. Moi, je l'ai fait aussi. Là. J'ai gagné une coupe à la Ligue d'improvisation Chaleur en faisant des jokes, juste en faisant des jokes. Là. Mais à la fin, c'est ça. Moi, je l'ai vu l'année passée, justement, je m'ai construit une équipe dans le but de construire des histoires puis tout ça. On s'est rendu en finale, le public nous a aimés. Fait que je vois déjà comme on tente d'éduquer le public en même temps que les faire rire, parce qu'il faut trouver un juste milieu aussi, parce qu'il faut donner un show quand même. Fait que tu donnes ce que le public veut, mais aussi qu'est-ce que toi t'aimerais voir en tant que public. Fait que les joueurs évoluent, mais le public aussi. Tout le monde apprend ensemble. C'est ça. De la même façon que toi, tu t'apprenais en regardant. Absolument. Les autres aussi regardent, là. Absolument. Puis c'est ça, ça s'est développé. On dirait que le public et les joueurs se sont développés ensemble. C'est devenu un tout. Puis aujourd'hui, le produit que la Ligue d'improvisation Chaleur fait, je le trouve excellent. Ils sont rendus d'un tournoi à Gaspé puis à Rimouski. Puis j'ai juste eu des bons commentaires de la part des gens du Québec qui m'ont dit que la Ligue d'improvisation Chaleur était vraiment en santé cette année. Tu as eu l'occasion de jouer avec des joueurs du Québec, un peu ici et là, justement des tournois peut-être avec la Ligue aussi, mais surtout en participant avec l'équipe étoile à la Coupe universitaire d'improvisation. Comment est-ce que tu as vécu un peu, on dit souvent c'est un clash entre les deux cultures, les deux philosophies. Comment tu as vécu ça? Dernièrement, j'ai plus de facilité avec le Québec. Je trouve ça intéressant. C'est que j'ai arrêté de voir ça comme un frein ou comme un mur qui te mettons devant toi. J'ai plus vu ça comme un défi. Puis à mes débuts, quand les premiers tournois au Québec que j'ai fait, parce que faut le dire là, c'est tout dans l'éducation improvisatoire. Là. Le Québec est un peu plus compétitif. Quand nous autres ici, on se fait dire depuis notre jeune âge qu'il faut donner, c'est tout d'abord le spectacle, il faut donner un bon show, puis les points, c'est pour la forme, c'est pour le public, c'est pour qu'au moins ils peuvent participer. On se fait toujours dire ça, mais le Québec, on dirait que c'est un petit peu plus compétitif. Fait que des fois, c'est sûr, mais dans des tournois en plus comme la QI, où c'est très compétitif, là, c'est sûr qu'ils vont tenter parfois de mettre des bâtons dans les roues. Ou des stratégiser un peu plus. Ouais, oui. Ils font des stratégies. Puis on se connaît pas. Quand tu connais quelqu'un, tu fais confiance aux joueurs de l'autre côté, mais quand tu connais personne, c'est ça, ouais. Il te reste la compétition comme façon d'œuvrer, là, ouais. Puis c'est ça, dernièrement, comme mes deux dernières QI, je pense que j'ai super bien joué parce que justement, j'ai arrêté de voir ça comme essayer de combattre ça, d'essayer de les faire montrer, non, c'est pas de même, tu fais de l'impro, puis plus les prendre, puis le modeler à ma façon, puis tenter justement de créer quelque chose avec eux autres. J'ai joué une impro à la dernière QI avec en tout cas c'était une équipe du Québec. Puis j'ai joué une super belle impro avec un gars. Les deux, on se donnait, on n'a pas pris trop de place. Les deux, on se donnait, on back punchait, on back punchait, on punchait. C'est la première fois que j'ai vécu une symbiose de même au Québec. Mais c'est justement, je pense que à cause du fait que j'ai éliminé mes barrières, j'ai décollé mes préjugés, puis je me suis dit, regarde, on est tous ici pour faire de l'impro puis avoir du fun. Fait que faisons de l'impro puis ayons du fun. Dirais-tu, toi, que les joueurs néo-brunswickois, des fois, ont une insécurité par rapport aux jeux québécois? Ou est-ce que c'est ça qui freine? Je pense que oui. Oui, je pense que oui. Je l'ai tout le temps dit, ça. Je pense qu'on arrive là avec un sentiment, comme tu viens de le dire, d'infériorité. Je pense qu'on sait que les autres, ils font des tournois ensemble. On sait qu'ils se connaissent. On sait qu'on arrive là, puis on est la petite équipe du Nouveau-Brunswick qui va pas... dans leur tête à eux autres, les Québécois, on va pas gagner un match. On le sait, ça, tu sais. Puis même si on dit que ça va pas nous affecter, ça nous affecte quand même parce que on a tout le temps ça dans le fond de la tête. Fait qu'on arrive là avec déjà, on dirait, il y a déjà quelque chose, tu sais. Il y a déjà un sentiment de comme tu sais, ils vont pas nous trouver drôles. Puis cette année, c'est quelque chose qu'on a fait aussi, là, parce que c'est l'équipe avec qui j'ai eu la meilleure QI, je pense, depuis mes 3 ans. Là. Je pense que c'est justement qu'on est arrivé là avec l'idée dans la tête qu'on était comme, garde, on est acadien, on vient du Nouveau-Brunswick, pourquoi pas l'être? T'sais, pourquoi essayer de s'adapter au style du Québec quand on a notre style qui marche ici? Ça marche. Fait que pourquoi qu'on le fait pas? Pourquoi qu'on reste pas dans ce style-là, qu'on parle de Cap-Pelé, je sais pas moi, qu'on parle de ploie? On peut parler de n'importe quoi, on n'est pas obligé de parler de la poutine c'est Saint-Jacques à Saint-Hyacinthe, là, pour faire rire le monde. On peut parler de plein de choses. Fait que je pense que c'est l'identité-là qu'on perd parfois quand on va jouer au Québec parce que on essaye de s'adapter. Mais je pense que justement, ce qui fait la force d'une équipe
hors Québec dans un tournoi, c'est son identité néo-brunswickoise acadienne. Puis dans mon expérience, quand on a utilisé ça, quand les joueurs du Nouveau-Brunswick ont été authentiques, c'est ça qui a charmé le public. Le public aime voir quelque chose qui est différent de ce qu'ils sont habitués de voir. Fait que souvent, tu peux les charmer juste avec ta couleur locale. Oui, ben absolument. C'est ça. Moi, j'ai parlé avec beaucoup de gens là-bas, puis ils nous ont beaucoup apprécié cette année. Ben, ils ont beaucoup apprécié notre jeu. Je suis très confiant pour la suite des choses pour l'équipe de l'Université de Moncton. Que tu quittes, là. Que je quitte, malheureusement. D'ailleurs, je suis très déçu de ne pas avoir été là ma première année, parce que moi, j'aurais fait 4 ans à la LICUM. Qu'est-ce qui est arrivé? Je sais pas. J'arrivais à l'université, puis moi, dans ma tête, j'étais comme... ben tu sais, l'impro, j'en ai fait beaucoup, puis comme ça pourrait freiner mes études. Puis moi, j'avais pas les notes pour aller à l'Université de Moncton, hein, petite anecdote là. J'avais pas les notes pour aller à l'Université de Moncton, je faisais pas assez haut dans mon secondaire. Moi, j'aimais pas l'école, ça, je carrais juste pas à bord de l'école. Fait que j'ai même pas fait les notes pour aller à l'Université de Moncton. Fait que quand j'ai fait mon application, moi j'étais comme je vais la faire pour la forme, puis ça arrivait, puis ça m'a dit Fait que moi dans ma tête de gars qui était pas capable d'avoir les notes pour aller à l'Université de Moncton, j'étais comme 2 heures par semaine, ça va être bien trop, tu sais. Fait que je vais prendre une année sabbatique, which m'a fait super du bien. En tant qu'improvisateur, puis tout ça, ça m'a permis de me redécouvrir, comme affiner un peu mon humour. Je pense que c'est une des bonnes décisions, mais je suis quand même déçu, tu sais. Mais c'est un an de moins, hein. C'est un an de moins que tu pourrais jouer, puis là, justement, quand tu finis comme ça, t'es comme, ben là, j'aurais dû faire 1 an de plus, tu sais, j'aurais eu 1 an de plus. Je pense que, en fin de compte, comme si je prends un recul puis tout ça, je pense que c'était peut-être la chose à faire, mais quand même décevant, parce que j'aime trop l'impro pour pas jouer. Qu'est-ce que tu veux? J'aurais voulu voir une autre année, mais comme tout le monde. Parlons un peu de ta démarche artistique, parce que on appelle ça comme ça, mais tu sais, comment toi tu caractériserais ton jeu pour les gens qui t'ont pas encore vu jouer puis qui veulent en découvrir plus, là? Toi, fais-le, puis après ça, Isabelle, qui était ton entraîneur pendant les derniers 3 ans, va faire la même chose. On va voir si l'entraîneur voit une chose différente que le joueur lui-même. Je peux faire une petite évolution, là. Ben moi, quand j'étais plus jeune, j'étais toujours vu comme étant... J'étais pas drôle. Moi, c'est quelque chose que j'ai développé avec le temps. Parce que je voulais être un puncher. J'ai toujours voulu être un puncher. Mais je l'étais pas. Fait que je construisais des impros. Fait que je gagnais tout le temps comme... je gagnais pas, mais j'étais tout le temps comme nominé pour plombier de l'année, 3e place, plombier de l'année, puis des affaires de même. Puis je me voyais pas là-dedans. J'étais comme, oui, peut-être. J'avais les capacités de construire des histoires, puis tout ça, que j'ai encore, tu sais. Mais tout de suite, aujourd'hui... à cause de ça, je pense que je suis comme un genre d'hybride. Je suis vraiment bizarre comme joueur d'impro. Je suis hybride dans le sens où je vais puncher dans un impro, mais je vais construire aussi. Je sais pas si vous me comprenez. Tu peux faire les deux. Ouais, non, mais je sais, mais c'est que c'est vraiment bizarre. Je sais pas. J'ai de la misère à me qualifier comme à me mettre dans une catégorie de joueur d'impro. Parce qu'il y a un bout, je faisais jamais de dramatique. Puis tout d'un coup, j'ai commencé à faire des dramatiques dans des livres. Parce que j'aimais ça. Je trouvais ça le fun. Il y a des bouts, je faisais jamais de jokes. Là, je fais tout le temps des jokes. Tu sais, je suis comme un genre de half plombier, half drôle, half puncher, puis je pense que je donne beaucoup. Tu dois en donner beaucoup parce qu'il y a 3 demi, donc 150% dans ta description. Toi, Isabelle, comment est-ce que tu sais, as choisi ce gorlot-là pour être dans ton équipe, puis pour être capitaine de l'équipe éventuellement. Comment est-ce que toi, tu le décrirais? Ben, ça me fait rire de l'entendre dire qu'il est pas un puncher, parce que c'est drôle, parce que quand il a commencé dans la LICUM, tout le monde, surtout évidemment des gens de la Ligue, parce que c'était eux qui le connaissaient, nous l'a vendu comme le joueur le plus drôle ever. Moi, je suis d'accord avec les éléments qu'il mentionne, parce que c'est vrai que Sébastien a réussi de faire un mélange de punch sans nuire à la construction d'histoire. Tu vois que il a beaucoup parlé d'analyse, qu'il a eu l'occasion de penser au jeu, puis le fait qu'à cet âge-là, il voyait cette occasion-là de voir le jeu, puis analyser, puis prendre des notes un peu dans sa tête, même si c'était pas officiellement, clairement conscient sa démarche, mais c'est clair que c'est ça qu'il faisait. Parce que quand il punch, il réussit à toujours soit améliorer la situation actuelle ou l'apporter à quelque part d'autre. C'est jamais un punch qui va nuire au déroulement de l'histoire ou qui va rendre nul un élément que quelqu'un d'autre a apporté. Il y a toujours une conscience de l'histoire et de la construction. Puis je pense que dans ce sens-là aussi, il réussit à donner des personnages qui, même avec des détails très discrets,
ont une genre de vérité, un genre d'attachement, un genre de charisme, que même s'il est juste debout là, en train de faire rien autre que brasser un bol de salade, on dirait que tu veux le regarder. Tu veux le regarder, c'est comme, oh, il a échappé une tomate. On dirait qu'il y a des petits détails puis des petits éléments qui sont super intéressants qui sont apportés. Puis du côté drame autant que comique, parce que je l'ai souvent vu faire des dramatiques et des comédies qui ont autant de jeu puis de polyvalence. Puis des fois, un qui devient l'autre. Oui. Moi, j'ai vu des impros de Sébastien où ça commence comme si c'était ridicule, puis là, ça devient comme super touchant tout d'un coup, mais c'est dans le même personnage, là, c'est dans la même histoire. Ce mouvement-là d'un à l'autre, des fois, est dans le même 5 minutes d'impro. Là. Surtout dernièrement, là, je trouve les 2 dernières années, comme improvisateur, je m'ai beaucoup développé dans ce sens-là, là, parce que oui, j'ai été vendu comme étant un puncher parce que c'est tout ce que je faisais quand j'étais à la Ligue. C'est tout, comme tu sais, à la fin, que je savais que j'étais capable, quand j'ai réussi à développer mon jeu au point où j'étais capable de puncher puis faire rire le monde, c'est tout ce que je faisais. Je rentrais, je faisais rire, je m'en allais. Je rentrais, je faisais rire, je m'en allais. Dernièrement, je trouve que oui, j'ai commencé je veux faire vivre d'autres choses au public. Comme improvisateur, tu veux toujours t'améliorer, puis tu veux faire vivre d'autres émotions au public, puis c'est ce que j'essaie de faire dernièrement, puis que j'ai fait un peu à la Licume cette année. J'ai bien aimé ça. Je pense que le public aussi. Mais je trouve cette flexibilité-là de style est super intéressante. T'sais, à capter le public avec un personnage humoristique, puis doucement le rendre super tragique, et quelque chose de super intense pour le public, parce que on rit. Ah, là, je me sens un peu mal. Ah, là. Est-ce que c'est censé être drôle? C'était drôle tantôt, c'est plus drôle. C'est ça, puis c'est mélangeant, puis c'est vivre à l'intérieur de la même improvisation. C'est ça que je trouve qui est intéressant, parce qu'on fait des dramatiques, on fait des humoristiques, on divise ça souvent, comme si ça n'a pas le droit d'exister dans la même improvisation. Mais quand on rapporte ça ensemble, ça donne quelque chose de vraiment intéressant. Qu'est-ce qui est ton attitude sur le banc? Parce que on a partagé un banc dans la dernière année. Juste un match étoile, tout ça. J'étais juste comme un entraîneur. Puis moi, comme entraîneur, ça veut dire rire de mes joueurs à mesure que les choses se passent. Il y a pas. Je pense qu'on a eu du fun dans ce match-là. Ouais. Mais qu'est-ce qui est ton attitude sur le banc normalement, là? C'est-tu un peu ça? Moi, je suis très, très, très easygoing comme joueur, dans le sens comme je suis très laissé aller. Si quelqu'un me regarde, parce que dernièrement, je suis souvent capitaine là, dans les équipes que je joue dedans, là, si quelqu'un me regarde, parce que souvent, quelqu'un va, comme n'importe qui, là, va chercher l'approbation de quelqu'un pour dire, je peux rentrer. Puis là, je suis comme, OK, ouais, qu'est-ce que tu veux faire? Ah, je m'en fous, juste rentre. Vas-y, fais-le. Parce que je trouve que c'est justement ça qui est cool. C'est le fait que tu décolles, puis tu te garoches là-dedans, tu sais. Puis je suis quelqu'un, avant j'étais très silencieux, j'écoutais beaucoup, j'ai jamais d'idée pour les caucus, je me souviens jamais du thème, je sais pas combien de temps que c'est l'impro. Des fois, je vais rentrer, puis je m'en souviens même, comme ils n'ont tout juste de me dire le thème, je m'en rappelle plus en rentrant. Je suis quelqu'un comme, c'est l'art du je m'en foutisme, mais pas négativement. Tu sais, du je m'en foutisme, souvent on le voit négativement. Là, ben, moi, c'est vraiment du je m'en foutisme. Ah, on a un thème, ok. On peut le faire au 3e degré comme qu'on peut le faire au 1er degré. On peut commencer au 1er degré, finir au 3e degré. What about ça? Puis tout le monde regarde, je comprends pas. Ah, ben c'est pas grave, on va faire ça quand même. As-tu une idée, toi? Non? Ok, bon, on va faire ça. C'est du je m'en foutisme dans le sens où, si t'as une idée, puis tu veux rentrer, rentre. T'as pas besoin de me demander. Si tu veux rentrer, rentre. Si tu sais pas le thème, ben on est dans la merde parce que moi je le sais pas non plus. Fait que je vais être obligé d'aller voir l'arbitre. Si tu sais pas le temps, ben on s'arrangera avec les signes de l'arbitre aussi. À moi que c'est une 30 secondes. Là, c'est une 30 secondes. Ça m'est déjà arrivé, tu sais. Mais souvent, j'ai un genre de béquille, moi, quand j'arrive à partir de caucus puis que j'ai aucune idée de ce que je vais faire, qui m'arrive souvent. Je décolle puis je cours en rond. Oui, j'ai vu ça souvent. Je cours en rond. Pendant les premiers 5 secondes, puis là, tout d'un coup, ça, c'est mon petit caucus. C'est mon 5 secondes de caucus, tu sais. Habituellement, l'arbitre va dire le thème juste avant, ou je vais juste aller voir juste avant, puis OK, c'est ça le thème, c'est que je cours 5 secondes, puis là, je commence. Puis c'est à peu près ça. Moi, je suis très chillax. Je suis comme Bob Marley style dans les caucus. Ben, ça libère l'esprit, là, tu sais. Ben, oui. Je pense qu'en quelque part, ça enlève la pression. Parce que si j'ai vu Sébastien dans son full-blown je suis capitaine mode, ce qui est vraiment intéressant, c'est de le voir aller parler à tous les joueurs de l'équipe puis les rassurer que tout va être correct.
sais, puis que ce soit, tu sais, à un moment donné, à la cuisse cette année, il y avait une boule d'énergie, puis on se passait des boules d'énergie, puis juste cette petite chose-là, ce petit détail-là, cette attention-là, ça rassurait tout le monde dans l'équipe. Fait que je pense qu'il y a cette force-là d'avoir une personnalité vraiment le fun. Fait que, tu sais, des fois, il y a des capitaines qui sont pas toujours les personnes les plus gentilles, mais tu as cette capacité-là d'aller chercher les personnes, puis les rassurer, puis dire... Justement, c'est du je m'en foutisme, mais pas de le sens négatif de ça me dérange pas si je donne un bon spectacle ou non. On n'a pas besoin de cette pression-là. C'est ça, c'est exactement ça. Ouais. On n'a pas besoin de ça crée du stress. Ouais, on n'a pas besoin du stress, on n'a même pas besoin du thème. Tu sais, on n'a pas besoin du temps, on n'a pas besoin du caucus. Voyons donc. Relaxez, guys. Puis juste faisons de l'impro. C'est à peu près ça, ouais. On va peut-être regarder qu'est-ce qu'on avait eu en question sur les médias sociaux. Pas du tout sur le sujet, mais David Saint-Pierre te pose une question. Il demande comment awesome que c'est jouer avec David Saint-Pierre. Là, on voit... Bon, c'est ça, là. Là, ça, c'est de l'improvisateur qui envoie des questions à d'autres improvisateurs. Allô, David. Donc, David, t'as joué avec Adalic. Oui. Il a été entraîneur de plusieurs équipes du secondaire. Là. Il y a des gens qui le connaissent dans différentes régions. Fait que... Comment que c'est jouer avec David Saint-Pierre? Non, pas comment ce que c'est. Comment awesome que c'est. Je pense que les dés sont pipés là, dans la question. David Saint-Pierre. J'ai tout le temps dit ça. J'ai tout le temps dit à David, j'ai dit, ce qui est fascinant avec toi, David, c'est que on peut te regarder pendant un match au complet, puis à la fin du match, on sait pas si t'étais bon ou mauvais. Je l'ai déjà dit à David, je suis pas gêné de le dire. Mais ça, David... c'est tellement vrai. Non, c'est que David est très bon, mais il a un style particulier. Il va pas être bon pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui va l'apprécier. C'est un peu comme les Denis Drolet. C'est soit que tu les aimes ou tu les aimes pas. Tu sais. Mais comme joueur, comme coéquipier, je trouve qu'il est très généreux. Je trouve que David donne beaucoup dans l'improvisoire. Je trouve qu'il est... je peux pas croire qu'on est en train de parler de David Saint-Pierre. Non, mais c'est comment sérieuse, là. Mais, oui, hey, non, David, c'est ça que t'as demandé. À quelque part, ça va nous amener à la question d'Élise Hamel, ici, là, sur Twitter, que c'est quoi ton équipe préférée que t'as joué avec et pourquoi? Donc, parler d'un coéquipier comme ça, ça va nous amener à les sortes de joueurs que t'aimes, puis peut-être la meilleure configuration que t'as vécue, là. Est-ce que c'est juste une équipe remplie de David Saint-Pierre? C'est ça la question. 5 David Saint-Pierre, puis toi, ou 6 David Saint-Pierre, puis tes substituts que tu regardes. Mais oui, David Saint-Pierre, c'est ça. David est très généreux. Je trouve qu'il donne beaucoup. C'est un bon puncher dans son style. C'est quelqu'un qui m'a aidé beaucoup aussi parce que j'étais très jeune quand j'arrivais au secondaire. Il était assistant capitaine de l'équipe. Puis il a fait un peu le rôle que je fais aujourd'hui là avec mes équipes et tout ça. Puis il m'a aidé beaucoup. J'ai réalisé avec lui que tu pouvais faire de l'impro autrement. Tu pouvais avoir un personnage, pas nécessairement un personnage, mais tu peux faire de l'impro justement comme de la façon que tu veux. Ouais. Samuel Rioux aussi m'a fait découvrir ça beaucoup. Les deux personnes-là, c'est des gens qui s'aimaient beaucoup au secondaire, ils sont toujours ensemble. Puis l'absurdité qu'ils ont amené puis tout ça, ça m'a fait découvrir justement le fait que l'impro c'est pas juste toi qui embarque, qui fait un personnage. Tu peux être la même personne. Tu peux être David Saint-Pierre ou toi-même. Oui. Mais ça, c'est les deux meilleures façons d'être. Mais sans farce. Sans farce. Non, des farces si tu veux. Qu'est-ce qui a été ton équipe préférée? J'ai pas nécessairement d'équipe préférée. J'ai beaucoup apprécié la dernière équipe qu'on a été à Montréal ensemble, la QI, là, avec René, Olivier, Chanel, Amélie, Catherine. J'ai beaucoup aimé ça et ils sont très le fun, puis on avait une belle chimie ensemble. Côté ligue, je pense que c'est ma première équipe que j'ai eue comme capitaine. Parce que c'est vraiment là que que j'ai explosé comme joueur, puis c'est grandement à cause d'eux autres, là, c'était avec Philippe-André Tipouroy, qui a arrêté de faire de l'impro. Dominique Doucette, il y avait Miguel Thibault là-dedans. On était très jeunes, il y avait Lynn Haché. C'était une équipe très le fun. Ça s'approchait beaucoup de mon style. J'avais choisi des joueurs qui s'approchaient beaucoup de moi. Puis quand on m'a donné le titre de capitaine, il y a personne qui s'attendait à rien de cette équipe-là. Puis on a fini par pas perdre un match de l'année, puis on était juste comme voyons donc, tu sais, on joue contre du monde comme Eric, puis Dave Doucette qui était capitaine avec Eric comme assistant, avec Jérémy Michaud, c'était des grosses équipes. Nous autres on arrivait là, 4 petits culs, tu sais, qui étaient comme nous autres c'est Sébastien notre capitaine, puis on a juste, je pense que la raison c'est pas nécessairement
l'équipe la plus talentueuse, ni l'équipe que j'ai eu la meilleure chimie avec non plus, mais je crois que c'est vraiment le fait que c'est là que je me suis découvert comme le joueur que je suis aujourd'hui, puis que j'ai réussi à travailler à partir de là. Avec ce monde-là. Puis... Ouais, c'est ça, c'est ce monde-là qui m'entourait à ce moment-là de ma carrière d'improvisateur. Je pense que c'est peut-être mon équipe préférée pour ça, là. Mais il y a quelque chose d'intéressant avec être une équipe underdog dans une ligue. En quelque part, tu peux prendre plus de risques. Parce que les gens, comme tu l'as dit toi-même, on s'attend un peu moins de eux. Fait qu'il y a moins, je sais pas, il y a moins de pression peut-être? Ouais, je pense que oui. Je pense que c'est intéressant. Puis on a essayé beaucoup de choses on a fait beaucoup de choses que je ferai plus jamais dans un improvisoire cette année-là. T'sais. Fait que c'était très exploratoire comme année. À quelque part, ça te donne beaucoup de place quand ce que t'es... Là. Ouais. Si t'avais été la même personne sur un banc avec des plus vieux, ben peut-être eux autres auraient pris beaucoup plus de place, toi moins, puis t'aurais pas eu la chance de te casser la gueule, comme on dit. C'est ça. Sur notre page Facebook, Randy Johnson demande c'est quoi ton impro préféré? Ça, c'est pas spécifié que t'as joué ou que t'as vu, l'un ou l'autre? Impro préféré, c'est parce que après avoir joué, ça fait comme 12 ans, je pense, que je joue de l'impro, c'est comme difficile à en spotter une. Vraiment, ça c'était le fun. Je pense que mes impros préférés, c'est tous ceux que j'ai pas eu, que j'étais pas bon. Je pense que c'est ça parce que c'est là que j'ai le plus grandi. Je pense que c'est toutes les impros que je me suis pété la gueule puis que le monde riait pas, que c'était 5 minutes puis que c'était les 5 minutes les plus longues de ma vie. Les impros que c'était censé être rimé que j'ai oublié que c'était rimé. Tu sais, les impros que je faisais pas de bon sens, que le monde se posait dans la question, tu sais, actually, dans la crowd, il regardait ce joueur-là, puis c'est comme, qu'est-ce qu'il est lui? Pourquoi qu'il est là? Pourquoi il est en train de faire de l'impro? Il est-tu pas censé être drôle? Je pense que c'est ça mes impros préférés. Je pense pas que j'en ai une. Côté performance, il y en a juste une qui vient en tête, puis je l'ai faite l'année passée, cette année à la Licume, il y a où je faisais un gars qui était atteint d'Alzheimer. Justement, j'avais fait le switch de l'humour vers le dramatique. Côté performance, je pense que c'est ma meilleure. Je filais comme si j'étais actually un petit vieux, puis j'avais l'Alzheimer, puis je trouvais ça triste. Puis je pense que performance, comme moi, je me sentais super bien dans cette impro-là. Puis le monde qui était là avec moi au alentour, ils m'ont l'idée là jusqu'à la fin, puis ça a juste créé quelque chose de vraiment beau, je pense. Mais comme improvisateur, mes meilleurs impros, mes impros préférés, c'est les autres que je me suis planté. Parce que c'est tellement le fun de se planter. Comme je peux pas comprendre comment du monde, mais je peux comprendre parce que moi aussi j'avais peur de me planter quand j'étais plus jeune. Mais il faut pas avoir peur de se planter. C'est ça qui fait que tu vas devenir bon un jour. T'es probablement déjà bon, juste que en te plantant, ça juste te prend, pis ça te décolle de où est-ce que tu pensais que t'étais. Là. Ça se peut que tu dois y aller un petit peu plus haut, pis ça juste te dit, garde, t'es pas si bon que ça. Continue à travailler, tu sais. Je trouve ça beau. Je trouve ça nice se planter. Puis je me plante encore. Tout le monde se plante. On se plante, je pense, 5 impros sur 6. Ben on les oublie, hein. On les oublie. Le public se rappelle pas de la fois que pas de sens pendant 4 minutes de temps. Tu te dis, Moi, j'ai chanté Alléluia, pas Alléluia, mais Glory à vie Maria pendant 2 minutes et demie dans un impro. Anne-Marie Bernier voulait me tuer parce que c'était la joueuse de l'autre équipe, puis je l'ai juste pas regardé, puis je chantais Ave Maria. C'est la pire impro probablement que j'ai joué de ma vie, je l'ai aimé. Je l'ai enjoyé parce que après ça, je l'ai plus jamais fait. Je me suis dit, garde, on va enlever ça de la liste, ça marche pas. Non, ça marche pas. Mais c'est un bon réflexe d'avoir aussi comme joueur que tu maintenant, t'as quel âge là? 24. D'avoir ce réflexe-là de toujours vouloir évoluer puis essayer, parce que c'est très facile comme joueur plus vieux de dire ça c'est mon style, ça c'est ça que je fais, c'est mon sens de timing, c'est mon humour, c'est mon drame. J'arrête là. Mm-hmm. D'ailleurs, il y a une des choses que j'ai dit cette année, il y a pas longtemps, là, à Miguel Thibault, qui était un de mes joueurs cette année à la Licume. J'ai dit que la prochaine équipe dans laquelle je voulais jouer, je voulais pas être capitaine. Parce que je trouve que ça fait déjà longtemps que je suis capitaine. Puis en étant capitaine, justement, t'amènes quelque sorte ton style. Tu choisis des joueurs qui te ressemblent. Tu construis ton équipe en fonction de tes besoins comme joueur. Tu sais, comme si t'es un puncher, ben t'as besoin de quelqu'un qui construit. Ça fait que tu construis ça de même. Puis je suis rendu au point, je pense que je veux me donner un autre défi. Même pas être assistant capitaine, je veux être joueur régulier. T'es trop confortable, puis, là. Je trouve que je suis rendu comme je veux voir qu'est-ce que je peux donner dans une équipe comme joueur régulier. Parce que comme capitaine, c'est justement tu crées le style de l'équipe en quelque sorte. C'est sûr que tous les joueurs apportent des éléments puis ça crée un tout. Mais en tant que capitaine, c'est quand même toi qui les choisis. Fait que tu finis par faire certaines décisions sur le banc, puis choisir les idées au caucus. Ouais. C'est là. Mais ça fit
aussi d'un peu ton style à toi, tu sais, ça te force pas à sortir de cette boîte-là, parce que tu dis, justement, moi je suis pas bon à chanter, allons chercher quelqu'un qui est. C'est ça. Fait que c'est ça. La prochaine équipe, avis à tous, là, je ne serai pas capitaine. OK. C'est terminé. Ben, Randy Johnson sur la page Facebook nous demande, qu'est-ce que tu aimes voir dans une impro? Oh, j'aime beaucoup. Je sais pas, j'ai la misère à regarder de l'impro. C'est bizarre, hein. Si tu participes pas, tu veux dire? Ouais. C'est assez commun, ça. Comme il y a beaucoup de joueurs qui nous disent ça. J'ai la misère à regarder l'impro, pas parce que je l'aime pas, juste parce que j'ai trop envie de jouer des fois. Mais ce que j'aime, c'est pour ça que je trouve ça difficile à répondre parce que je n'en regarde jamais. Je regarde jamais d'impro. La dernière match que j'ai été voir, c'était un match à l'ICUM. Je n'ai été voir un à part mes matchs parce que j'ai beaucoup de difficultés. À moins que je me saoule. Si je me saoule, je suis correct. Mais ce que j'aime voir, moi, j'aime voir des impros qui sont, surtout dernièrement, là, surtout avec toute mon expérience puis tout ça, là, j'aime voir des impros qui ont un début, qui ont une fin. J'aime voir des personnages. J'aime beaucoup voir des personnages. J'aime quand on ajoute de la couleur à ces personnages-là. J'aime essayer de demander, de me poser la question, tu sais, qu'est-ce qui est lui, de m'imaginer une backstory à ce personnage-là, de penser qu'il a peut-être perdu ses parents quand il était jeune, il y a peut-être qu'il travaille dans une shop à outils, sans nécessairement me le dire. Tu sais, j'aime voir de la couleur dans une impro. Puis j'aime voir le monde qui manque leur impro aussi. Voir les gens souffrir, là. J'aime voir les gens souffrir, mais ça c'est psychologique, hein. Ça c'est tout le monde est de même. Tout le monde aime voir les autres souffrir. Mais j'aime voir la mauvaise impro. J'aime ça. Je trouve ça le fun. Comment ils vont s'en sortir? Ouais. Mais un peu comme tantôt que je l'ai dit, je trouve que si la démarche est bonne puis tout ça, ils vont actually apprendre de ça. Puis j'aime ça, voir ça. Parce que moi, je me plante puis j'aime ça. Je sais pas pourquoi. C'est bizarre à dire, pareil, hein. Mais c'est vrai. J'aime pas voir la mauvaise impro, mais j'aime voir une impro, là, tu sais. Une impro sur 12, là, que tout d'un coup, t'es comme, c'est pas très bon, ça. Ils sont en train, check ça. Tu sais, il y a still, un beau petit personnage, là. Je vois ça. Souvent, mes joueurs préférés, c'est eux autres qui jouent juste 2 impros par match. Parce qu'il y a justement, il apporte quelque chose. Puis je me dis, tu devrais embarquer plus souvent, tu sais. Mais souvent, c'est ça. Si t'embarques plus souvent, tu perds la magie. Tu perds la magie de l'inconnu, tu perds la magie de... Ils ont tout un petit charme. Tous les joueurs d'improvisation ont un petit charme. Puis souvent, lui qui en joue juste 2, c'est lui qui va te surprendre. Puis c'est lui qu'à la fin, tu vas te souvenir. Parce que tous les autres, tu les vois tout le temps. Tu les vois 10 impros sur 12. Fait que tu les oublies. Mais tu t'oublies pas lui qui a fait une impro puis qui était bon. Puis j'aime ça. J'aime voir les underdogs. J'aime voir les jeunes juste popper out une improvisation de fou. De nulle part, tu sais. On va rentrer plus creux dans ta philosophie dans la deuxième partie de l'émission où on va parler de deuil en improvisation, du caractère éphémère de l'improvisation. Fait que ça, c'est après la pause. On est de retour avec Sébastien Haché. Sébastien, tu voulais nous parler du deuil en improvisation. Qu'est-ce que tu entends par là? Le deuil, à première vue, on peut penser... on pense à mort. Hein. On pense à mort en premier, mais c'est pas exactement ça dont je veux parler. Moi, le deuil, en fait, c'est que je me suis vraiment développé comme joueur après que j'ai commencé à comprendre le deuil en improvisation. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup puis que j'espère que tous les joueurs pourraient faire. On se développe des techniques, hein, pour y arriver. Quand je parle de deuil, je parle de l'aspect éphémère de l'improvisation, mais aussi, on fait tous des caucus, hein. On se fait tous des caucus, on a un thème, tout d'un coup, on a une bonne idée, c'est une mix, on rentre là-dedans, puis on est comme, OK, on va faire un gag autour d'un feu dans un camping, on rentre là-dedans, puis là, tout d'un coup, le gars est en train de nager sur le bord de la plage, puis il y a une sorcière, il y a plein de choses qui se passent. Puis toi, t'avais une idée bien précise que t'étais dans un feu de camp, mais tout d'un coup, elle n'existe plus. Fait que faut que tu fais le deuil de cette idée-là. Que les autres joueurs vont invariablement changer les choses que toi t'avais dans ta tête. C'est ça. À moins que tu joues tout seul. Puis... C'est ça. Parce que si tu fais pas ce deuil-là, justement, c'est là que l'improvisation va bloquer ou ça va juste pas être bon. Parce que t'arrives là-dedans, justement, puis là, t'es bloqué sur ton idée de feu, tu vas être autour d'un feu. Fait que là, le gars nage, t'es comme, OK, on est sur le bord d'un lac. Puis là, je vais faire un feu sur le bord d'un lac, je vais rester quand même dans mon idée de camping, mais là, tout d'un coup, la sorcière arrive. Puis là, qu'est-ce que tu fais, tu sais? Fait que
savoir faire son deuil en improvisation, je trouve que c'est une des qualités primordiales pour un improvisateur. Même du côté des personnages, par exemple. Tu veux faire un gars, tu veux faire un petit vieux, tu veux faire une petite vieille, tu veux faire un enfant. Là, tu rentres là-dedans, puis d'un coup, le gars il t'appelle Alex. T'sais. Là, tout d'un coup, OK, je m'appelle Alex. Fait que j'ai mon idée de tantôt, elle est partie. Faut que je recommence à zéro, puis que je débute dans le fond, un nouveau processus de personnage, un nouveau processus d'improvisation à partir de ce moment-là, tu sais. Fait que, oui, je trouve que le deuil, c'est actually une des choses les plus importantes. Puis là, on parle de deuil, mais aussi du fait que, par exemple, je fais une improvisation, c'est fini. Le public, puis c'est ça qui est beau avec ça aussi, c'est que le public, il faut qu'ils font leur deuil également d'une improvisation. Parce qu'il va y en avoir un autre qui s'en vient tout de suite après. Tu sais, fait que, oui, ça englobe tout. Ça englobe tout. On pourrait développer ça ensemble. Ben, pour le joueur, t'es tout le temps obligé de laisser aller. C'est tout le temps ça. Si tu ne laisses pas aller, c'est là que tu vas court-circuiter l'impro. T'es plus en train d'improviser parce que t'es en train de jouer sur un plan qui est déjà préparé. Mais ce plan-là, faut qu'il soit très, très lousse, là. L'improvisation, dans le fond, pour moi, là, c'est le même que je l'approche. Pour moi, c'est toute une game de deuil. C'est vraiment ce qui est le plus important pour moi. Parce que faut que tu laisses la place, oui, mais il faut quand même que tu donnes, il faut quand même que tu rentres là-dedans avec un personnage, mais il faut jamais que tu oublies, tu sais, que les autres aussi sont là, puis ils ont des histoires, ils ont des idées, ils ont des personnages, ils veulent apporter quelque chose également à l'improvisation, puis ils ont autant de droit que toi. Puis toi, il faut que tu te fais à l'idée que vous n'avez pas toutes les mêmes idées, vous venez toutes de différents backgrounds, vous amenez toutes quelque chose de différent dans l'improvisoire. Puis donc, ça permet également à l'improvisation de se développer en tant que telle, parce que si deux personnes qui sont pas à l'aise à faire le deuil avec leur idée, qui sont stock-up, puis ça se rencontre au milieu, puis là c'est juste à bord de leur idée, là ça arrête. L'improvisation va pas avancer. Si tu as deux improvisateurs qui rentrent dans l'improvisation, puis qui avaient une idée de base, qui avaient une idée de départ, puis tout ça, puis là ça rentre. Puis les deux, ben là, il faut pas que les deux font leur deuil, parce que sinon, il va rien avoir. Il n'y a plus rien. Mais ça va juste être du silence. Mais il faut que t'arrives là, puis justement, OK, on travaille là-dessus. On va travailler ensemble, puis on va créer quelque chose de vivant à partir de ce deuil-là, tu sais. Ben, c'est un peu comme si, tu sais, comme dans un film, ou entre une histoire, où le monde retourne dans le temps. Ils sont capables de retourner dans le temps, puis là, le présent ou l'avenir a complètement changé à cause du petit changement. Bon, un improvisateur est toujours dans cette sorte d'état-là, à quelque part, si je peux utiliser cette analogie-là. Fait que là, il y a une nouvelle réalité qui est née. Pour le public, c'est tout le temps la même réalité. Les autres sont à l'extérieur de l'espace-temps. Ils voient juste une réalité. Mais nous autres, on voit cette réalité-là en train de se changer à mesure, parce qu'on a l'impro qu'il y a dans notre tête, puis là, on a l'impro qui est toujours en train de se faire amender. À chaque fois qu'on apporte quelque chose dans une improvisation, la réaction que l'autre joueur peut avoir offre plusieurs options. Est-ce que maintenant je suis vendeur de crème glacée? Est-ce que maintenant je suis fermier? Est-ce que maintenant... Puis à m'amener, chaque joueur doit faire un choix. Mais toutes ces autres options-là, c'est un peu des genres de réalités parallèles qui existent. On aurait pu faire ça, on n'a pas fait ça, on a choisi quelque chose d'autre, mais ça aurait pu exister pareil. En quelque part, on a continuellement des idées à mesure que l'impro se développe, puis on n'a pas toujours l'occasion de toutes les exploiter. C'est l'impro de Schrödinger. C'est pour ça que je parle les fans de physique dans la salle. C'est pour ça que je dis, j'utilise le terme deuil, parce qu'un deuil, c'est difficile. C'est un processus, c'est quelque chose qui est difficile à passer à travers. Mais si tu restes justement sur le fait comme, regarde, si on aurait été avec mon idée, finalement, je suis sûr que ça aurait été meilleur, tu sais. Ou je suis sûr que ça aurait tourné avec un meilleur punch à la fin si qu'on aurait gardé mon personnage, puis que j'aurais pu faire que ce que je voulais. Mais tu peux pas penser comme ça, comme improvisateur. Ça, c'est un jeu d'ego, ça. Ben, c'est un jeu d'ego, oui. Ben, c'est aussi, je pense que c'est aussi le fait que des fois, t'es dans un caucus, puis je pense que c'est pas nécessairement relié à l'ego toujours, là. Je pense que c'est vraiment comme, t'es dans un caucus, puis t'as une vraiment bonne idée, puis tu sais que c'est une bonne idée, puis ça se peut que c'est une bonne idée. Mais là, d'un coup, tu te fais overpowerer par d'autres personnes qui disent quelque chose d'autre, puis ça décolle dans cette direction-là. Je pense pas que c'est nécessairement de l'ego, parce que tu acceptes quand même, qu'on va aller faire une autre improvisation. Mais je pense que c'est après les matchs, après des affaires comme ça, là, t'es comme, je pense que peut-être, si tu vis comme ça, mais là, c'est justement, c'est ce temps-là que tu vas bloquer comme improvisateur. Sais-tu où ce que ça commence, toute cette histoire-là? Ça commence avec l'arbitre qui lance un thème, parce que, en tant qu'arbitre de longue date, puis Isabelle peut sûrement corroborer mon impression, des fois, t'écris un thème
puis maudit que ton thème est bon. Tu sais, t'as écrit un bon thème, tu vois l'impro dans ta tête, tu dis ça va être magique, ça va être différent, ça va être du jamais vu, il y a un bon jeu de mots, c'est clever, c'est une musicale, j'ai préparé une toune, la toune est super bonne, puis il y a des changements intéressants, puis cet accessoire là, puis tout ça. Puis là tu vois l'impro. Puis c'est une chicane de couple. c'est ça. Parce qu'ils font la vaisselle. Ils ont pas compris ça en quoi tu voulais en venir, ils ont pas accepté peut-être le défi que tu voulais leur lancer, ils l'ont juste pas vu. Tu sais, je veux dire, toi t'es dans ta tête en train d'imaginer une impro avec des joueurs dedans. Ben oui. Chez vous, là, en train d'écrire des thèmes, ou c'était Luigi Beaulieu à la table de stade juste avant que l'impro se joue. Puis c'est pas vrai, il fait plus ça. Mais tu sais, l'arbitre peut investir beaucoup dans sa liste de thèmes pour un match. Puis là, quand il voit le résultat, peut être très déçu parce qu'une fois que tu as lancé ce thème-là, il est plus à toi. Puis si tu resterais avec ce sentiment-là, tu dirais comme ben là, je fais des beaux thèmes puis ils sont pas capables de faire de la belle impro avec. T'sais, si tu fais pas ton deuil de ça, ben tu vas juste arrêter d'écrire des beaux thèmes. Tu vas arrêter de penser à des affaires de même. Fait que c'est important dans ce sens. Ben c'est ça. C'est pourquoi je mettrais de l'effort si ça va toujours être ruiné. Donc pourquoi je peux pas écrire des thèmes puis là les jouer? ça serait peut-être la meilleure chose à faire. Il y a toujours l'impro où ce que t'as mis, le thème où tu as mis de l'effort qui va actually réussir. Ça existe aussi, mais il y a beaucoup plus d'impro, je suis certain que. Je dis pas plus, là, mais ça arrive. Tu sais que des fois t'as fait un exprès, tu t'es trouvé drôle, tu t'es trouvé bon, puis là, ben l'impro était ordinaire ou était pas bonne. Puis là, le pire, c'est que pour l'arbitre, tu peux plus utiliser ce thème-là. Là. Le public l'a déjà entendu, tu peux pas le réutiliser, puis même que tu te sens cheap à le réutiliser dans un autre contexte, on va aller dans une autre ville puis jouer le même thème. Tu sais, on dirait que c'est pas la même chose, on dirait que tu devrais pas faire ça. Mais toi, faut que tu dises qu'une fois que tu l'as mis sur le carton, une fois que tu l'as lu, c'est plus à toi, puis ça qui arrive, puis vu que c'est plus à toi, tu devrais pas avoir une sorte de propriété là-dessus, là, de dire « Hey, vous avez pas réussi mon thème ». C'était pas ton thème, dude. Là, je me parle à travers le thème. C'était pas ton thème. Ça a déjà été ton thème. Si le public a trouvé « Ouh, bon thème! » Bon, t'as eu ton applaudissement, là. Puis ça permet aussi le deuil de justement essayer plein de choses comme improvisateur. Parce que tu te rentres là-dedans, puis tu te dis, je vais faire l'impro, mais après ça, c'est fini. Puis le monde, on va l'oublier. Puis si c'était bon, le monde va s'en souvenir, puis ils vont l'améliorer. Ils vont trouver ça meilleur après que ça que c'était vraiment. Puis si c'était vraiment mauvais, ils vont juste pas y penser, puis ils vont probablement l'améliorer aussi. Ils vont dire, tu sais, sur le coup, c'était vraiment pas bon, mais après une journée ou deux, c'est comme, c'était pas si pire. Il y avait une couple de choses qui étaient le fun, tu sais. Ben, les pires impros, c'est ceux-là que t'améliores aussi en exagérant comment mauvaise il était. Ah oui. La pire impro que j'ai jamais vue, là. Un parfait exemple de ça, c'est Bœuf, 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 nous partons vers la ville. C'était une chantée où est-ce que, dans le fond, c'était un fou de rire général pendant 3 minutes de temps, mais tout ce qui peut sortir de la bouche de n'importe qui dans cette improvisation-là, c'était bœuf, 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 nous partons vers la ville. Puis c'est devenu un refrain absurde que les gens ont chanté pendant des années de temps, mais, là, c'était 3 minutes de gens qui rient, là. Ouais. C'est pas une bonne improvisation, c'est ça, mais on a pour une autre génération, c'était tracasserie. Il y a des gens qui nous écoutent qui vont reconnaître tout de suite le contexte de ces choses-là, puis pour la majorité du monde, non, ça veut rien dire, sauf que c'est des histoires qui sont racontées de père en fils chez les improvisateurs. Les générations sont courtes, faut remarquer, mais les gens se racontent ces choses-là comme des sortes d'avertissements. Ouais, des cautionary tales un petit peu. Ouais, c'est ça, là, comme faites attention, vous pourriez avoir votre propre bœuf. Tu sais, puis on apprend des erreurs des autres. En tant qu'improvisateur, on aime divertir. Fait que raconter ces histoires-là fait partie. Ben oui. C'est la meilleure façon peut-être de revivre des impros à travers cette lentille-là. Parce que je sais pas qu'est-ce que tu en penses, Sébastien ou Isabelle. Tu sais, là, l'impro filmé. C'est jamais bon. Tu sais, là, comme on dit, quand on la revit pour vrai, là. C'est-à-dire, on a une caméra sur trépied, tu sais, puis on regarde l'impro filmé. Il y a quelque chose. Il y a un magique. Je sais pas pour vous autres, mais il y a quelque chose qui va pas pour moi. Il y a un genre de mur, on dirait. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Je crois pas que l'improvisation soit une discipline qui peut, comme se rendre justice sur caméra. Moi aussi, j'ai un peu de difficulté avec ça. Puis je pense que c'est justement à cause de l'impro, c'est un jeu du moment, c'est de l'improvisation, c'est pas scripté. Puis en regardant ça à travers un écran, on dirait qu'on pourrait croire que c'est scripté. T'sais. On pourrait croire qu'il y a eu des prises, puis on dirait qu'on a tout le temps ça en arrière de la tête. Puis comme il y a pas, on peut rewinder.
puis réécouter. Quand t'es en train d'écouter une improvisation, en tant que public, tu peux pas, tu sais, qu'est-ce qu'il a dit, tu sais. Ben là, tout d'un coup, tu peux reminder, il a dit ça. Puis c'est plus drôle. Et on dirait que ça enlève un peu de l'humour, ça enlève la proximité. Le public aime ça voir, tu sais. On aime presque sentir les joueurs, tu sais. On aime les sentir. Même, il y en a certains que non, mais on aime, tu sais, on aime ça être là, tu sais, puis savoir, tu sais, que regarder le joueur, puis il a soif, il vient de jouer une impro vraiment intense. On aime ça. Puis je pense que c'est ça qui s'enlève justement la télé. Je pense que c'est vraiment un fil qui bloque. Ben, il y a une intensité qui vient avec le genre de qualité éphémère de l'impro, parce que le public fait quasiment autant partie du spectacle que le joueur, parce que eux non plus savent pas qu'est-ce qui va se passer. Puis le joueur non plus. Puis c'est un petit peu un partenariat de créer ce genre de situation-là ensemble, ce transfert-là d'énergie. Quand tu utilises le mot éphémère, mais ça crée une exclusivité aussi, parce que si j'étais là, tu sais, l'impro que tout le monde raconte, là, puis elle est tout le temps meilleure à chaque fois que quelqu'un la raconte, awesome. Mais si j'étais là, c'est moi qui la raconte, parce que moi, je l'ai vu. Je le sais aussi que cette impro-là ne sera pas répétée plus tard, que c'était un one-shot. Une fois, les joueurs étaient dans la zone. Ces joueurs-là, cette fois-là, cette soirée-là, cette atmosphère-là, elle va juste exister une fois. J'étais là cette fois-là. Pour les autres personnes qui n'étaient pas là, ben, c'est à eux autres de dire « j'aurais dû y aller ». C'est ça que la télé enlève. C'est une des choses que ça enlève, justement, c'est l'aspect de... Moi, je sais pas, j'ai la difficulté à voir l'impro à la télé, un peu comme j'ai la misère à voir l'impro tout le temps, là. Mais c'est vrai. Mais oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je trouve que ça enlève complètement le cachet d'un spectacle d'improvisation. Ben, c'est un rush à quelque part. C'est sauter en parachute, c'est monter une montagne. Ouais. C'est surtout que, tu sais, il y a certains joueurs qui, après avoir fait une chantée, puis qui sont vraiment comme tirés dans le pied, là, puis qui ont trébuché, puis qui disent je fais plus jamais de chanter de ma vie. Moi ça m'arrive pas, parce que justement je juste le prends, je fais mon deuil de cette improvisation là, je l'enlève de ma tête, puis elle existe plus, fait que je recommence. Mais avec la télé, tu sais, tu peux tout le temps revoir cette maudite improvisation. La première fois je me suis revu dans un moment donné, quelqu'un avait filmé, j'étais au secondaire là. Quelqu'un avait filmé un match, puis ce match c'était horrible. C'était un match avec moi je jouais pour Edmundston. C'était l'équipe de Cabano. C'était un prof qui arbitrait, enseignait ça. Il savait aucun règlement. On est arrivé là, puis on était en train de lui expliquer c'était quoi les punitions puis les catégories. Là. Puis c'était un match à leur école. Puis là, ils ont juste fait une affaire où eux autres faisaient juste du sexe. Il y avait plein de parents dans la salle, puis ces jeunes-là de Cabano faisaient juste du sexe. Puis on était comme, non, ben c'est pas de la bonne impro, tu sais, là, c'est rude, puis du sexe. Puis entre les périodes, on s'est dit, ben, soyons rudes, puis faisons du sexe. Mais là, après ça, quelqu'un filmait ça. Oh non. Puis l'année d'après, ils sont en train de montrer aux recrues, moi j'étais peut-être en 11e année, peut-être. Fait que là, en 12e, je rentre dans le local d'impro, puis ils sont en train de montrer cette vidéo-là qui avait été prise à Cabano, puis c'est une horrible improvisation de sexe qui va trop loin, où je suis en vedette. Oh non. Quelle horreur. Comme c'est un des pires moments, c'est des moments comme ça, où il y a eu une émission de télé, un moment donné à Radio-Canada ici à Moncton, que quand j'étais au secondaire, t'allais participer. À Radio-Can, tu jouais 3 impros, là, c'était nul en termes de format d'impro. 3 impros d'1 minute et demie. Mais voir ces impros-là, puis sachant qu'on avait perdu le match, en plus. Non, c'est comme un coup de poing dans le ventre. Comme les premières crises d'anxiété sont reliées à l'impro sur film. Mais tu vois, ça enlève le plaisir du public puis de l'improvisateur en plus. C'est maudite télé. Je pense qu'à des hauts niveaux, tu sais, ça peut être intéressant, là. La Ligue nationale d'improvisation, par exemple, ou, tu sais, c'est pas juste un haut niveau de jeu, c'est un haut niveau de production. Donc, les caméras sont immédiates, sont avec toi dans l'arène. La Ligue d'improvisation acadienne réussissait plus ou moins ça aussi, là, à Rogers, que la caméra était proche, mais il te manque des bouts. Tu sais, tu vois juste un joueur, tu vois pas l'autre joueur, tu vois pas la réaction, parce que vu que c'est improvisé, les caméras peuvent pas suivre. Ils peuvent pas montrer le bon moment parce que la caméra était juste pas à bonne place, parce qu'ils savaient pas ce que ça s'en allait. Tu sais, il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a un élément de montage aussi. Tu sais, tu te dis, est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas vues? Est-ce qu'il y a des choses qu'on a embellies parce qu'on a sauté ce bout-là? Pour avoir vu la LIA à la télévision, puis avoir vu certains de ces matchs-là, tu sais, je me dis, ils ont coupé 2-3 improvisations pour que ça fitte dans l'heure du time slot de l'émission. Tu sais, j'ai vu ces improvisations-là. Tu sais, puis tu te dis, OK, est-ce qu'ils ont enlevé les moins bonnes? Est-ce qu'ils ont joué avec ça un petit peu pour rendre la faveur plus bonne? Puis on dirait que
ce manigançage-là, ça nuit un peu l'esprit d'improvisation. Ben, il y a une affaire que même le public peut pas tout le temps voir. Si tu vas voir, mettons, un tournoi, tu sais, c'est un grand événement, il y a beaucoup de matchs. Si tu vois beaucoup de matchs dans cette fin de semaine-là, tu vas apprendre à apprécier des joueurs à mesure. Tu les vois grandir en dedans d'une fin de semaine. C'est la même chose si tu vas voir une ligue régulièrement, la Ligue, la Licume, etc. La LIS, la LISPA, pour essayer de toutes les nommer. Là. Mais l'idée, c'est que tu vois les joueurs évoluer. Il y a quelqu'un là, qui était dans la salle à la Ligue puis qui t'a vu à l'âge de 14 ans, quand tu as commencé à jouer. Puis qui t'a vu grandir puis devenir le joueur que tu es aujourd'hui. Il y a quelqu'un de même, il y a quelqu'un de fidèle qui t'a vu faire ça. Pour cette personne-là, il y a une expérience que quelqu'un qui voit juste un match, qui voit juste une impro, qui voit juste un petit bout de film sur YouTube n'aura jamais. Puis il y a aussi l'aspect, justement, dans le public, l'aspect de participer au spectacle. C'est quelque chose qui rend l'improvisation populaire. C'est pourquoi il y a beaucoup de monde qui viennent le voir parce qu'ils savent qu'ils ont un mot à dire sur l'équipe qui va gagner. Fait qu'en l'écoutant à la télé, ben t'enlèves ça aussi. T'enlèves le fait que tu peux voter. Puis là tu te dis, ben pourquoi ils ont voté pour cette improvisation-là? Si j'aurais été là, moi j'aurais voté pour l'autre. Puis j'étais là puis j'ai voté pour l'autre. Ça aussi. Ça c'est un autre deuil que quelqu'un doit se faire. Parce que la personne dans le public qui perd le vote. C'est quoi ce public-là qui vote pour le mauvais côté? C'est ça. T'es toujours en train d'abandonner. Oui, parce qu'on recommence. C'est super triste quand tu y penses, par exemple. Mais l'improvisation, dans le fond, c'est un jeu de deuil. C'est une game de deuil. Le deuil est omniprésent. Il est partout. L'arbitre, il faut qu'il le fasse. Les joueurs, il faut qu'ils le font. Le public, il faut qu'ils le font. Les DJ, il faut qu'ils le font. Parce que tout d'un coup, ils voulaient jouer une chanson, mais l'autre, il dit quelque chose, là. Puis il change la chanson en fonction de ce qu'il vient de dire. Le MC, il faut qu'il fasse son deuil des fois parce qu'il voudrait faire un commentaire, mais tout d'un coup, c'est déplacé, sauf qu'il décide de pas le faire, tu sais, pour le bien du spectacle. Donc, le jeu en tant que tel, la formule, les joueurs, tout, c'est une game de deuil. Puis si tu n'es pas capable de le vivre, le spectacle sera tout simplement pas bon. Pensez-vous qu'il y a à quelque part un mécanisme de défense pour le joueur là-dedans? Parce que si tu fais de mauvaises impros, parce que tu sais, mettons que tu joues un match de 8 impros ou 12 impros, dépendant le match, il y a des impros là-dedans que tu vas trouver, tu sais, carrément t'auras mouru dans l'arène. Mais pour survivre à ça, est-ce que le deuil, c'est quelque chose qui t'aide à survivre à ces choses-là? Je pense que oui. Moi, je veux dire, ben franchement, là, si je m'aurais écouté, si j'aurais pas été capable de faire mon deuil, je pense plus que je ferais de l'impro aujourd'hui. Je pense pas, pour vrai, parce que le nombre de fois que j'ai rentré dans des impros là, dans mes premières années, puis que c'était tout simplement, c'était pas bon, il y avait rien qui se passait, c'était mauvais, puis que je me disais, regarde, je serai pas capable de faire je serai pas capable de faire de l'impro, je serai jamais capable d'arriver à un niveau que je vois les autres arriver, comme, tu sais, je voyais du monde de 12e année, moi j'étais en 10e année, puis j'étais comme, jamais je pourrais faire ça, je voulais lâcher, j'ai voulu lâcher des dizaines de fois, mais j'ai réussi à développer cette capacité-là de juste, regarde, le je m'en foutisse qu'on parlait de tantôt, ben c'est un peu ça aussi, tu sais, comme je viens de faire ça, c'était pas bon. Mais je m'en fous parce qu'il y en a 3 autres qui s'en viennent après. Fait que j'ai 3 chances à me rattraper, là, tu sais. Puis si ça arrive pas dans la prochaine, ben, j'ai 2 chances à me rattraper. Si ça arrive pas dans les 2 derniers impros, ben, j'ai un autre match dans une semaine que je pourrais essayer de faire quelque chose de bon, tu sais. Fait que si t'as cette mentalité-là, t'es capable de faire ton deuil du match, d'une improvisation, d'un personnage, d'un arbitre, d'un thème. Si t'es capable de faire ça, je pense que tu vas développer comme joueur. Puis je vois ça comme très positif, moi. C'est quelque chose, je crois, que tout le monde devrait apprendre. Puis oui, c'est un mécanisme de défense. Je pense que c'est important d'en avoir un aussi parce que si tu te protèges pas, parce que il faut dire aussi qu'en improvisation, t'es constamment jugé. T'es jugé pendant l'improvisation par l'arbitre parce qu'il est là puis il est en train de chercher pour des punitions. Puis si c'est mauvais, il va te donner des punitions. Si tu fais quelque chose de mal, il va te donner des punitions. Fait que t'es jugé. T'es jugé par le public qui, à la fin, ils vont voter pour toi si t'étais bon, ils vont voter pour l'autre si t'étais pas bon. Si les autres étaient meilleurs, on devrait dire ça, parce que tu peux être bon puis pas gagner le vote. Oui, c'est vrai. Mais ça, des fois, ça peut être plus dur. C'est ça. Pourtant, j'ai fait quelque chose de bon, là. Ouais. Puis c'est ça qui rend difficile parce que tu te fais juger constamment. Mais si t'es capable de justement mettre ça de côté, de dire, écoute, c'est du passé, on passe à autre chose, ben, je pense que c'est bénéfique pour tout le monde, pour toi puis pour le spectacle. Je pense aussi que ce deuil-là, c'est une forme de pardon. C'est une autre façon d'en parler. Faut que tu te pardonnes pour avoir fait quelque chose de moins bon. Ben, faut que tu te pardonnes toi-même, premièrement, pour te donner, tu sais, là, pour que tu te donnes l'opportunité de rejouer. Mais faut que tu pardonnes aux autres aussi, parce que t'as pas failli tout seul, là, t'as failli en équipe. Puis, il y a des gens, des fois, qui t'ont embêté
faut pardonner ce monde-là parce que on va continuer à jouer avec eux autres, parce que ça fait partie du jeu. Puis la raison pourquoi l'impro était moins bonne, faut pardonner cet élément-là en se pardonnant. C'est la même chose que faire son deuil. C'est comme dire, bon ben, tu sais. Des fois, faut que tu pardonnes à l'arbitre aussi. Je suis avec 2 arbitres tout de suite. Des fois, faut que tu pardonnes à l'arbitre. C'est pas toujours bon faire des thèmes. Il n'y a pas de mauvais thèmes, juste des mauvais joueurs. Ça, c'est des choses que les arbitres disent. C'est ça. Mais c'est correct, je te pardonne. Sébastien, tu as fait une improvisation à la Licume cette année qui abordait un peu des thèmes qu'on vise à aborder aujourd'hui. C'était à la manière d'une pirandello. Je sais pas si tu t'en rappelles un peu. Ce dramaturge italien absurde. On est prétentieux. C'est les genres de la manière de que je donne, marche un bon arbitre. Puis c'était intéressant parce que ça abordait beaucoup des éléments qu'on discute, dans le sens que c'était une improvisation, c'est toi et Miguel Thibault, qui étaient 2 gars qui prenaient une bière. Puis à mesure que l'improvisation se déroulait, Sébastien était conscient de la présence d'une improvisation, du fait que ça allait aboutir vers une fin, que tout était pas vrai, que tout était invisible, puis montrer ça doucement au public. J'ai trouvé ça vraiment intéressant pour le public quand même. Je sais pas si tu... Oui, je m'en souviens là. Oui, là, je m'en souviens tout d'un coup parce que quand tu te dis à la manière 2, moi je les connais jamais, t'es à la manière 2. Je m'en souviens pas, puis je pense que j'ai réussi pareil à la manière de... Puis je le connais pas en tout. Puis, où t'étais un personnage conscient qui était dans une improvisation. Je l'étais pas. Métatextuel dans ce sens. C'est ça, je l'étais pas. C'est que Miguel, il savait tout le long qu'on était dans une improvisation. Moi, je le savais pas. Fait que j'étais comme, hey, tu veux-tu une bière? Fait que là, j'ouvrais le fridge. Puis là, je sortais une bière, je donnais une bière. Puis là, on boivait la bière. Puis il était comme, tu sais, il commençait à essayer de me comprendre. Puis moi, je voulais pas comprendre. Puis on a construit ça jusqu'à la fin, où à la fin, je m'y ai rendu compte qu'on était dans une improvisation parce qu'il y a des choses qui apparaissaient, puis ça faisait plus de sens. Puis à la fin, ça terminait en disant, parce que Miguel, il s'est en allé parce qu'il a dit, moi, je disparais. Je suis pas vrai, anyway, je m'en vais. Je suis pas réel. Puis c'est terminé en disant, en étant comme, ça veut dire qu'il me reste juste 5 secondes à vivre. Parce qu'il restait 5 secondes. Il restait 5 secondes à vivre. J'ai regardé le public, j'ai dit, ça veut-tu dire qu'il me reste juste 5 secondes à vivre? Flou, le sifflet a été donné. Puis ça donne une belle exemple. C'est vrai que ça donne une belle exemple de l'aspect du deuil, de l'éphémère en improvisation, parce que justement, ça démontrait que le personnage est juste là une fois. Même si tu refais un personnage qui va ressembler à un personnage, la couleur du personnage va pas être la même. Même s'il est jaune, ça se peut qu'il est jaune citron, tu sais, cette fois-ci. Puis la prochaine fois, il va être jaune... Oui, puis on n'est pas encouragé à se répéter non plus, fait que... C'est ça. Fait que, tu sais, comme public, je crois que ça les a démontré, comme ça les a fait penser justement un peu de philosophie là-dedans, là, ça les a fait penser, hey, c'est vrai que à chaque fois qu'on regarde une improvisation, on voit des personnages mourir. C'est vrai. Puis moi puis Isabelle, on est les personnes qui les tuent. Parce que le sifflet, c'est ce qui tue le personnage. Ouais. À quelque part, c'est une des raisons que dans les impromptus, qui est le groupe d'impro exploratoire dont je fais partie, on avait enlevé cet élément-là de sifflet. On avait une cloche sur le stage, puis on sonnait la cloche quand nous autres, on trouvait que c'était fini. Après 7-8 minutes, on allait puis on tapait la cloche, ça voulait dire que l'impro était vraiment fini. Donc on se suicidait à la place, plutôt que ce soit un assassinat de la part de l'arbitre. Il y avait plus de contrôle, puis peut-être que le public serait plus contre. Mais c'est vrai qu'en impro classique, on se fait couper le sifflet, comme on dit. Le personnage meurt. À chaque impro, il y a tous les personnages vont mourir. Si t'étais 4 là-dedans, il y a 4 morts. Après le sifflet, la maison que t'étais dedans est détruite. Tout l'environnement que tu avais créé, c'est tout fini. Puis quand tu commences à penser à ça, un petit peu plus cru, on est comme, on est-tu des masochistes, des sadomasochistes, parce qu'on se fait mal. On se fait mal. On est là, puis on crée quelque chose, puis on se donne à 100% dans ce qu'on crée. Ça dure 2 minutes et demie, tu sais. Puis on est là, puis on se donne, on est comme, mon fridge est là, puis je sais qu'il est là, j'ai un sofa là, j'ai ma tablette là, c'est là ce qui est mon meuble de computer. Je sais pas si je suis le seul qui fait ça. Ben, moi, je vois l'environnement, puis ça dure 2 minutes et demie. Puis cet environnement-là, je le connais plus. Après, je sais plus c'était quoi, je sais plus où c'était mon fridge parce que c'est parti. Puis le nombre d'improvisations que tu vas oublier dans ta vie, ou que tu as déjà oublié. Oui. Tu as créé ces choses-là, puis tu as oublié les improvisations que tu étais dedans, là, t'en as trop faites. Mais c'est un peu comme on parlait dans la première partie de l'émission de ton personnage qui avait de Alzheimer puis qui se rappelait pas, puis dans cette improvisation-là, il y avait certains éléments que le personnage se rappelait, puis les autres essayaient de te faire rappeler, mais ils se rappelaient pas. C'est un petit peu comme ça être un improvisateur quelque part, parce que on crée puis on oublie, puis c'est triste qu'on oublie ça. T'sais, c'est des parties importantes de ce qu'on crée. On met beaucoup d'énergie, beaucoup de temps à faire cette création-là. Mais un écrivain a un livre, un cinéaste a un film, le musicien a un disque. Il y a quelque chose là qui reste. Ouais.
Puis si t'es un humoriste ou un chansonnier ou quelque chose comme ça, peut-être que tu sais, t'as pas de disque ou rien, mais t'as un matériel que tu répètes. T'as le droit de répéter le texte, là. Tandis qu'un improvisateur peut pas faire ça. Un improvisateur, si on a un film de ça qu'on a fait, on veut pas le voir. C'est vrai. On veut pas que personne voie ça. Parce qu'on est conditionné comme ça, puis je trouve que c'est moins triste pour nous autres. Parce que justement, on est conditionné, on le sait que ça va être éphémère, puis que ça va être terminé après 2 minutes et demie. Mais le public qui est là, puis il garde un personnage, il s'accroche. C'est ça, il s'accroche au personnage, il est comme, c'est un beau personnage, je l'aime, puis là, tout d'un coup, l'impro est fini, le personnage n'existera plus. Pauvre public. À quelque part, c'est pour ça que le public s'attache au joueur ou à l'arbitre ou tu sais là, parce qu'il y a cet autre, on n'en parle pas souvent, mais il y a cet autre, toi comme joueur, tu joues 2 personnages pas mal en tout temps. Tu as le personnage qui est ton joueur, cette personne-là qui est sur le banc, qui a une certaine attitude, qui a un peu le même style dans ses improvisations ou les choses qu'il est capable de faire, qui font partie de son personnage. C'est pas Sébastien à la maison, là. Quand t'es chevaux, puis t'es une personne. Mais quand t'es sur scène, t'es cette autre personne-là, t'es un personnage public, t'es devant les gens, fait que t'agis nécessairement différemment, puis si t'es capitaine, t'as une interaction avec l'arbitre qui joue sur un personnage aussi, fait que t'es un personnage. Autant que l'arbitre, qu'on dit souvent que l'arbitre c'est un personnage, parce qu'il est en train de... Tu sais, là, évidemment, plus autoritaire qu'il serait à la maison, du moins on l'espère. Mais des fois la ligne est floue. Mais l'idée c'est que tu es un personnage qui va après ça rentrer dans l'arène et être un autre personnage. Donc un personnage qui joue un personnage. Puis les gens vont s'accrocher au personnage qui reste de semaine en semaine, ton capitaine, ton joueur. La personne qui est sur le banc, ben ils vont s'accrocher à toi parce que tu as fait tous ces personnages-là, puis ils existent dans une sorte de cloud, si on veut. Un genre de nuage qui te suit pareil, tu sais, qui suit le joueur quand même parce que les gens t'ont vu justement. Puis t'as un aura, là. C'est ça, il y a un genre il y a la couleur alentour de ça, il y a une aura, puis ça te suit. Puis c'est peut-être la seule façon justement que tes personnages qui viennent mourir vont peut-être exister pour le restant, parce que ça te construit comme personne, ça te construit comme joueur, ça te construit comme personnage. Ben ils ont ton apparence physique pour un public, là, parce que probablement tu t'es donné une image de qui tu jouais, mais tu as une apparence physique qui va rappeler aux gens le personnage que tu jouais. Fait qu'à quelque part, il survit dans les souvenirs des gens qui l'ont vu. Mais c'est vraiment la seule place. C'est super beau et très philosophique ce qui se passe tout de suite. C'est pas ça que tu cherchais, à quelque part? J'ai quand même une mineure en philo, hein, fait que j'aime. C'est vrai. Parce que ce qu'Isabelle tantôt rappelait, là, l'impro tragicomique, là, comique tragique, dont on parlait tantôt, qui était à propos de perdre la mémoire. Il y a l'idée du personnage qui sait qu'il va finir. Quand on a joué le match étoile au dernier provincial, t'as rentré dans une impro avec une amnésie totale. T'as fait ça un moment donné, un personnage qui avait juste une amnésie totale. Son personnage, c'est de pas se souvenir qui il était. On dirait que ces jeux d'identité-là, c'est comme quelque chose qui... Comme l'histoire du deuil, on dirait que ça habite vraiment ton approche à l'impro. Dernièrement, t'es-tu quelqu'un qui fait ça, là, comme qui explore des concepts en jeu, voir où ce que ça peut l'amener? Comme ta philosophie, tu l'appliques de différentes façons? On dirait qu'on le voit là, en train de se jouer. Comme au lieu d'écrire une dissertation, ben, tu la joues. Ouais, j'aime penser que oui. J'aime penser que j'apporte un peu ce niveau-là là, dans l'improvisation. Là. Mais c'est vrai que là, tu le dis, puis là, on vient de parler de 3 impros de personnes qui savaient rien. Peut-être c'est juste je suis innocent puis je sais rien dans les impros. Il me semble qu'il y avait une profondeur de plus que ça. Oui. Ben, ça, cette improvisation-là qu'on avait fait, c'était quelqu'un qui avait une amnésie puis qui cherchait... je me rappelle plus c'était des lucioles, puis dans ma tête, à mon avis, les lucioles étaient des représentaient, oui, c'est ça. Ça représentait, mais ça se peut c'est juste moi puis toi qui a compris ça. Oui, ça se peut. Mais c'est quelque chose que comme j'essaye de jouer quand même. Puis souvent c'est ça, j'essaie dernièrement j'essaie de faire 2 niveaux en même temps. J'essaie d'amener quelque chose de vraiment profond, que si tu creuses un peu, tu vas retrouver quelque chose d'autre, mais si tu veux juste rester à la surface puis pas trop te creuser la tête, tu peux l'écouter puis l'enjoyer quand même, l'impro, tu sais. Fait que oui, j'essaie d'explorer, surtout dernièrement là, les 2 dernières années, je dirais là que j'essaie vraiment d'explorer les différentes façons de jouer, les différentes façons de faire. Souvent j'allais à Isabelle avant un match puis je posais des questions, je disais, mais ça se ferait-tu ça? Tu sais, on peut-tu faire ça? Je pourrais-tu juste laisser, par exemple, l'autre équipe embarquer puis dans une mix puis juste rentrer comme 20 secondes après? Tu sais, les laisser le premier 20 secondes à travailler, à faire une improvisation puis juste rentrer parce qu'ils ont besoin de quelque chose. C'est une mix, t'sais. Puis oui, je pense que j'essaie, mais jamais j'impose des choses à mes équipes. C'est vraiment personnel. C'est vraiment des démarches que je fais moi-même puis que souvent je me pose des questions. Je pense beaucoup à ce qu'on pourrait faire. Qu'est-ce qui serait nouveau? Qu'est-ce que le monde aimerait voir? Qu'est-ce qui changerait un peu
peu la dynamique. Puis dernièrement, justement, c'est une théorie, le deuil, que je travaille beaucoup, puis qui ça a probablement habité. J'ai jamais comme nécessairement fait par exprès pour faire des improvisations qui s'approchaient du deuil puis qui démontraient un peu qu'est-ce que c'était. Mais je pense que c'était toujours dans mon dans mon arrière-pensée, puis je pense que ça a influencé un peu mon jeu dans les 2-3 derniers mois, là. Parce que moi, je n'ai vu beaucoup, on dirait, des impros que actually je mourais à la fin, ou que je savais plus ce qui se passait, puis que c'est vrai. Puis je pense que c'est juste quelque chose qui est venu naturellement, puis juste le reflet de mon approche de l'improvisation dernièrement. Mais j'ai pas fait par exprès, par exemple, pour faire ça, tu sais. On fait rarement par exemple. Ouais. À quelque part. Non, mais tu sais, tu pourrais créer une genre de démarche. Tu pourrais dire, comme le prochain match, je vais vraiment exploiter le thème du deuil, mais j'ai jamais fait ça. Tu sais, je pense que c'est juste là, puis tout d'un coup, ça se joue. Mm-hmm. Ouais. Parce qu'on appelle ça un métier d'art, là, tu sais, en début d'émission, c'est même qu'on le décrit. Parce que c'est éphémère, parce que c'est, tu sais, là, à quelque part, c'est pas pour dire que c'est pas un art, parce que justement, t'es en train de montrer qu'on peut appliquer une sorte de démarche accidentellement ou non, là. Mais qu'il y a quelque chose derrière le jeu, ou il peut avoir quelque chose derrière le jeu, puis la façon dont on y pense affecte vraiment qu'est-ce qu'on fait. Ouais. Ben, sur Facebook, Élise Amel nous demande qu'est-ce que ça nous permet de faire ou de pas faire, le caractère éphémère de l'improvisation. Tu sais, comment est-ce qu'on peut en prendre avantage? Comment est-ce qu'on peut jouer avec ça pour créer quelque chose d'intéressant? Je pense qu'il y a une partie de la question que j'enlèverais complètement, là, de qu'est-ce que ça t'empêche de faire, parce que je crois pas là-dedans. Je pense pas qu'il y a rien qui empêche rien d'être fait en impro, à part ta propre personne, puis qu'est-ce que tu veux avoir l'air comme joueur, là. Je pense que c'est juste toi qui peux te mettre des bâtons dans les roues, là. Mais le caractère éphémère, je trouve que c'est justement ce qui rend l'improvisation, c'est ce qui te permet de tout faire. C'est ce qui te permet de tout faire sans inhibition, puis de dire que c'est du passé. Je pense que c'est la plus grande qualité. Je pense que, comme on le disait tantôt, c'est quelque chose qui est primordial pour un joueur d'improvisation, parce que justement, c'est ce qui va t'amener à un autre niveau. C'est ce qui va te faire découvrir que tu peux faire des choses. Tu peux faire une chantée vraiment mauvaise, 2 secondes après, tu peux en faire une vraiment bonne. D'après moi, ça apporte pas de frein à l'improvisation, le caractère éphémère. Je pense même que ça crée une genre de relation aussi avec le public, parce que, tu sais, on le dit, là, comme tu t'accroches à un personnage, puis tout d'un coup il meurt, puis c'est triste, mais comme je pense que ça crée quelque chose de beau. Je peux ça pas libère aussi, parce que tu as le droit de faire des erreurs. Mm-hmm. Mm-hmm. Parce que de toute façon, ces erreurs-là seront oubliées. Ben, je me demande si c'est en quelque sorte la racine de pourquoi il y a une certaine intimité entre des joueurs d'improvisation. Parce que vivre quelque chose d'aussi intense émotionnellement, physiquement, avec d'autres personnes, tu vis un deuil ensemble, tu sais, t'en vivre une expérience, je peux dire traumatisante, mais en quelque part, ça l'est un petit peu, le plus qu'on en parle. Mais en plus, on devient gardien des impros de l'un de l'autre. Ça qu'on a partagé, il y a juste nous qui s'en souviennent, parce qu'on était là et on y a participé. Puis si on continue à s'en parler, si on se rappelle que ça arrivé, on garde cette improvisation-là vivante, et ça, c'est la seule vraie archive de ce qui se passait, surtout pour nous autres. Parce que si t'es dedans, tu l'as pas vu, tu l'as vécu. Fait que c'est juste en reparlant que tu la revis. La regarder sur vidéo, t'es pas en train de la revivre, là. T'es en train de la voir à travers ce filtre-là, mais d'en parler, là, le feeling d'être dedans fait partie de l'équation. Puis ça, c'est ça qui nous est cher, je pense. C'est un autre, c'est relié au deuil également. On se réconforte en faisant ça. Dans le sens, tu sais, parce que quand on vit un deuil, ça fait du bien d'en parler. Oui. Puis en faisant ça, en parlant de nouveau d'impro, puis tout ça, puis ouais, c'était bon quand t'as fait ça. Tous les jours de souvenirs, on se rencontre, puis on parle de nos chums qu'on a perdus. Mais non, mais oui, c'est ça. Mais comme on se rencontre après un match, puis on prend une bière, puis là, hey, c'était le fun l'impro qu'on a fait ensemble. Et en même temps, on est en train de se réconforter, puis se dire, c'était bon. Tu sais, ça sera plus aussi bon, ou dans le sens que comme ça sera plus ça, tu sais, ça sera plus ce qu'on a fait. On pourra plus jamais recréer ça. On peut essayer, on peut refaire quelque chose, puis ça se peut que ça va être un autre feeling, puis ça va te ramener des sentiments aussi awesome. Mais ce sentiment-là, l'impro-là, toute la symbiose qui entourait ça existera plus. Fait que en quelque sorte, on est en train de se réconforter puis se dire comment, regarde, écoute, dans une couple de jours, ça va être mieux là, puis viens boire une bière, on va se saouler puis on va essayer de penser à autre chose. Dans un certain sens, oui. L'analogie va un peu partout, le deuil et l'impro. On pourrait en parler pendant 2 autres heures, tu sais, parce que on en parle, puis on en parle, puis on en parle. Puis moi, je pensais que j'avais comme fait le tour, mais là, on réalise que dans le fond,
il est partout, tu sais, absolument partout. On vous rappelle que vous pouvez nous laisser des commentaires par courriel au improvisationnb@gmail.com, sur le blog d'ImproNB au impronb.wordpress.com ou sur les médias sociaux. Nous sommes ImproNB sur Twitter et ImprovisationNB sur Facebook. On promet de lire et de répondre à vos commentaires dans une future émission, du moins dans la version podcast, où il y aura toujours un peu plus de temps à jouer avec. Écoutez tous nos épisodes par l'entremise du blog ou sur YouTube, ou surveillez les horaires de CKUM ou d'une radio communautaire dans votre coin du Nouveau-Brunswick. Encore une fois, merci à Sébastien Haché pour s'être prêté à l'exercice. Merci à vous autres, c'était super le fun. Et là, je vais être obligé de faire le deuil de l'émission. Là, on est triste. Mais à la prochaine pour un autre entretien avec une vedette de l'improvisation. Au revoir. Bye tout le monde. Bye bye. Là, on va faire le deuil de notre émission. C'est ça, l'émission est déjà finie. On peut-tu faire juste comme un post-événement sur toute là en train de faire comme... là, je suis triste, là. c'est juste comme... Il y a juste comme un off-air, là, comme que t'entends juste comme nous autres, comme tu sais, comme après, là, quand les lumières se forment, puis tu vois les anchormen se jaser, là. C'est juste que nous autres, c'est comme, ah ben, Chris, t'es dépressif, pareil. C'est vous dire, hein? Pourquoi est-ce qu'on fait de l'impro? Oh, God! C'est très intime comme bruit, on est ça. juste bénard, là. Ouais. On peut-tu comme enregistrer maintenant puis juste mettre tous ces petits sons-là de fil? Ce serait super, c'est C'est quoi ça? C'est quoi ça? On aura Bénard à l'émission, mais le blooper sera juste des respires. Chaque respire, j'enlève, je les mets toutes à la fin. C'est juste comme... Il y a 25 minutes de respire à la fin. Juste continue comme il n'y a pas de souffle, c'est juste... Es-tu mort? Qu'est-ce que... Non, il respire. Ok, on va faire l'extro. Ok.